paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 5, arbres et forêts. Au milieu du 19e siècle, on était à peine 13% de couverture boisée et on est à ce jour à près de 70% de couverture boisée. La couverture végétale d'Écosse et des Cévennes offre des paysages très variés. En plein cœur des Cévennes, les forêts semblent s'étendre à perte de vue. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Rencontre avec Élise Bucher, responsable du Centre régional de la propriété forestière dans le Gard et l'Hérault. Élise Bucher, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui avec vous de la forêt, ce qui constitue en bonne partie les paysages d'Écosse et des Cévennes, je me trompe ? Non, vous vous trompez pas du tout. Ça constitue effectivement une grande partie du territoire de l'UNESCO Cosse-et-Cévennes, avec une grande couverture forestière qui s'étend sur tous les paysages qui sont assez diversifiés du grand territoire. Alors aujourd'hui, on parle de la forêt, mais on pourrait parler des forêts en réalité, parce que leur apparence, leur composition est très variée. Oui, leur composition est aussi variée finalement que les paysages, puisque les paysages qui ont retenu l'attention de ce territoire-là sont issus de roches différentes, d'altitudes différentes. Enfin voilà, et les forêts qui poussent dessus, les arbres, ont des besoins aussi différents, donc sont évidemment différents. Sur tout ce qui est Cévennes, on hérite de l'histoire agricole et minière de ce territoire, où on va avoir les châtaigniers qui sont issus du passé agricole, et puis les pins maritimes qui sont issus plutôt de l'historique minier du bassin minier d'Alès. On va avoir tous les territoires de Causse, où là on a une dynamique forestière qui est différente, qui est plutôt liée à des pins sylvestres, donc c'est pas du tout le même pin que le pin maritime dont on vient de parler précédemment. Et puis il y a eu aussi des reboisements qui ont été réalisés sur ces causses, avec notamment du pin, mais on va aussi avoir sur ces causses plusieurs essences feuillues, donc en particulier les chênes qui vont marquer tous ces territoires des causses, mais on a aussi du hêtre, etc. Et puis on va avoir les territoires qui sont beaucoup plus en altitude, le Montégoal, qui a un passé forestier très particulier, avec les reboisements qui ont été réalisés par Fabre, et puis le Mont-Lozère, où donc sur ces deux territoires d'altitude, plus on va monter en altitude, plus on va avoir des essences différentes, avec la hêtresse sapinière qui est particulièrement marquante sur le Montégoal. Ça signifie que la forêt telle qu'on la voit, telle qu'on la perçoit aujourd'hui, n'est pas celle qui a pu exister les années précédentes, les décennies précédentes, les siècles précédents. Alors on va même parler de siècles, puisque l'homme a toujours finalement façonné la forêt, particulièrement sur ce territoire. Alors j'ai pas les chiffres sur le territoire vaste de l'UNESCO, mais en tout cas sur la zone centrale du parc national des Cévennes, au milieu du 19e siècle, on était à peine 13% de couverture boisée. Et on est à ce jour à près de 70% de couverture boisée. C'est issu de l'histoire, de l'histoire agricole, où finalement, quand l'agriculture, il y a eu une déprise, la nature ayant horreur du vide, ces espaces-là se sont reboisés naturellement, et puis d'autres espaces ne se sont pas reboisés naturellement, mais se sont reboisés par la main de l'homme pour des raisons de sécurité, avec des reboisements, entre autres marqués par le Montégoal, des reboisements de terrain en montagne qui sont là pour stabiliser les sols, mais aussi d'autres reboisements qui ont des objectifs plus de production de bois. On parlait du châtaignier. Il y a un vrai sujet autour de cet arbre-là, je crois. Il est en déclin, cet arbre symbolique finalement de ce territoire, il est en danger. Alors le châtaignier, en fait, c'est effectivement un arbre qui a été introduit par l'homme pour l'agriculture, et donc qui a été introduit en verger sur les Cévennes. Donc il avait des soins particuliers, qui étaient vraiment des soins agricoles. Et bon, les années passant, il y a eu cette déprise agricole, les arbres ont été coupés pour produire le tanin. Ils sont pas tous, évidemment, il reste encore des châtaigniers en verger, mais une bonne partie sont repartis en taillis, c'est-à-dire qu'ils ont été coupés et donc ils ont repoussé un petit peu comme ils voulaient.
Et ces arbres-là, en fait, ils sont pas ce que nous on appelle dans notre jargon forestier, ils sont pas en station forestière. C'est-à-dire que le châtaignier, il a des exigences qui sont de sol, de température, d'humidité, de pluviométrie, etc. Et dans les Cévennes, il n'a pas toutes les conditions requises, notamment dans la partie la plus basse et la plus méditerranéenne. Donc cet arbre, sur ces secteurs-là, est vraiment en train de dépérir. Et c'est ce qui marque malheureusement le paysage en ce moment, avec beaucoup de châtaigniers qui sont en train de mourir. On parle de forêt publique, on parle de forêt privée. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Quelle est la différence, tout simplement ? Alors la différence, en fait, c'est le propriétaire, tout simplement. Donc on va avoir des propriétaires différents. Un des propriétaires très connus qui est l'État, avec les forêts domaniales. Les autres propriétaires qui sont les collectivités, les communes, mais aussi les départements, etc. Et puis les propriétaires forestiers qui sont plus nombreux en nombre parce que sur ces territoires-là, c'est issu du passé agricole, donc le foncier était très morcelé et donc chaque forêt est détenue par de nombreux propriétaires. Ces propriétaires forestiers, globalement au niveau national, mais aussi sur ce territoire, représentent, en tout cas par rapport à la surface forestière, sont à peu près 75% de la surface forestière qui est détenue par des propriétaires forestiers privés. C'est votre rôle justement au Centre national de la propriété forestière de gérer toute cette partie privée de la forêt ? Alors on n'est pas des gestionnaires, mais en fait on a un établissement public qui vient accompagner les propriétaires et les accompagner dans la gestion vers une gestion durable de leur forêt. Où se situe ma forêt ? Quelles sont les essences forestières qui composent ma forêt ? Qu'est-ce que je peux faire avec ? Et sur les qu'est-ce que je peux faire avec, c'est comment je peux faire pour protéger la biodiversité, comment je peux faire pour produire du bois, comment je peux faire pour avoir du pâturage en forêt. Enfin voilà, toutes les questions sont diverses et variées et à chaque propriétaire des objectifs différents et qui doivent être adaptés évidemment à la matière vivante qui est la forêt. Que devient ce bois, cet arbre qui compose la forêt une fois abattu ? Quels sont les choix qui sont proposés évidemment aux propriétaires ? Alors en fait, les choix sont un peu multiples puisque les choix sont liés à l'essence forestière et à la taille, au diamètre de l'essence forestière. Donc toutes les essences peuvent pas produire le même type de bois. Donc ça va du bois bûche qui alimente les particuliers pour leur feu de cheminée. Donc on va avoir en particulier du bois qui est apprécié, qui est le bois du chêne, mais d'autres essences peuvent être aussi utilisées. On va avoir aussi ce bois énergie qui est transformé en plaquettes et qui va là alimenter des chaufferies plus imposantes, des réseaux de chaleur qui sont constitués entre autres sur ce territoire, qui peuvent donc chauffer des collectivités ou même des particuliers. On va avoir tout ce qui est ce qu'on appelle nous du bois d'industrie. Et puis on va avoir le bois d'œuvre qui est le plus noble, on va dire, en tout cas dans la tête du grand public, qui va faire nos charpentes, qui va faire nos meubles. Un arbre peut aussi produire tous les produits en fonction de son âge et de sa vie. Ce territoire d'Écosse-et-Cévennes est reconnu par l'UNESCO notamment pour son agropastoralisme. Est-ce que l'agropastoralisme fait bon ménage finalement avec les territoires forestiers ? Oui, il fait bon ménage avec les territoires forestiers. Alors après, c'est évidemment toute une question d'équilibre entre les besoins que l'éleveur va avoir pour naturellement avoir à manger pour ses bêtes sous les arbres, et puis un juste équilibre aussi avec la forêt pour qu'elle puisse continuer à perdurer dans le temps et puis à se renouveler, et que les petits arbres qui sont les futures forêts puissent être épargnés à certains moments de la dent du bétail. Prochain épisode de ce podcast, on parlera de cinéma, de théâtre aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, Élise Buchet ? Ça m'inspire en fait un projet mais ça doit pas être le seul sur ce territoire, mais en tout cas d'une commune qu'on connaît bien, qu'on a accompagné avec notre établissement, le CRPF, qui est à Saint-Romain-de-Caudière, où ils ont un festival tous les étés. Et pour mettre en œuvre ce festival entre autres de théâtre, mais pas que, il y a du théâtre, il y a de la musique, donc on est quand même sur les arts vivants. Ils ont créé toute une estrade, un jardin d'extérieur en fait, pour les représentations en bois de châtaignier. C'est un petit peu la touche théâtrale qui peut aussi se passer grâce à nos forêts, et on a besoin du bois aussi pour pouvoir construire ces espaces. Merci Élise Buchet. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.